Navigador, un jeu d'Istari avec un très beau plateau et plein de choses à raconter. Alors le jeu met en scène des navires, des concessionnaires de navires portugais qui partent faire la découverte du monde pour récolter ou pour vendre des ressources qu'on va prendre autour du monde pour créer un empire colonial et pour développer aussi notre peuple à Lisbonne. Et ici nous avons la fiche de joueur par rapport à tout ce qui se trouve à Lisbonne. Donc c'est un jeu qui a un beau plateau, un plateau qui peut se jouer dans les deux sens. C'est exactement les mêmes plateaux, sauf que les mots sont en portugais sur cette face-là, alors que l'autre face, les mots sont en français. Voilà, donc je décris rapidement tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc nous avons ici Lisbonne, le Portugal et les bateaux qui partent à l'aventure. Nous avons le contexte à Lisbonne avec les ouvriers qui montent en fonction. Ils ont un taux pour monter et descendre, sachant que l'échelle va de 2 jusqu'à 9. Impossibilité d'aller en dessous de 2, impossibilité d'aller au-dessus de 9. Nous avons donc le monde, enfin les océans, avec à chaque fois des frontières qui sont bleues la plupart du temps, et des frontières rouges qui délimitent les airs, les différents passages d'air. Donc il y a l'air numéro 1, c'est l'océan Atlantique, l'air numéro 2, c'est l'océan Indien, et nous arrivons sur l'Asie du Sud-Est dans l'air numéro 3. Donc à chaque fois, pour chaque zone géographique, nous avons un jeton bleu comme ça qui est placé, c'est le jeton qu'on appelle un jeton d'exploration, d'explorateur. Ici nous avons des colonies, les colonies sont au nombre qui est écrit ici. Donc nous avons l'or en Afrique, le sucre en Amérique du Sud et les épices dans l'Asie et dans l'Est de l'Afrique. Nous avons aussi ici le marché des trois ressources, des trois denrées, donc sucre, or et épices, donc la valeur du marché qui vont monter et descendre en fonction de l'avancée du jeu. Ici nous avons les coûts de production, j'expliquerai ça tout à l'heure. Ici nous avons des grands navigateurs portugais qui vont offrir des petites navigateurs ou autres d'ailleurs, mais qui vont offrir des petits avantages pour les joueurs. Ici nous avons une aide par rapport au nombre de petites tuiles que l'on doit mettre. Ici nous avons tout ce qui est achat de bâtiments. Donc nous avons les trois types d'usines. Usine au sucre, usine à l'or, usine à épices. Donc ces trois bâtiments qu'on va pouvoir construire chez nous. Nous avons ici en marron les chantiers navals. Et ici nous avons les églises. Je ne sais pas si on dit chantiers navaux ou navals. Nous avons ici aussi l'endroit le plus important du jeu, puisque c'est la roue des actions possibles. Que je vais expliquer tout de suite, puisque c'est là c'est très important. Nous avons ici les jetons, un jeton par joueur. Ici il y a 5 jetons, puisqu'on peut jouer jusqu'à 5. Nous avons tout autour une piste de score qui sera seulement utilisée en fin de partie, pas avant. Donc voilà. Reste sur la table des jetons orange qui sont ici. Les usines orange et le bateau orange. Il nous reste 3 jetons de chaque couleur parce qu'ils ne sont pas disposés, et une carte Navigador. Le reste, il reste des choses parce que chaque joueur récupère dans son terrain. Donc chaque joueur récupère une usine orange qui est une usine joker, un chantier naval qui est déjà construit chez lui et une église qui est déjà construite chez lui. En tout début de jeu, chaque joueur a ça. Donc ici c'est l'emplacement pour mettre les églises, pour mettre le chantier naval, ici pour mettre les jetons exploration, ici pour mettre toutes les usines. Nous avons tous un jeton du roi qui sera utilisé en toute fin de partie. Nous avons ici des colonnes qui sont par rapport aux 5 personnalités qui sont là. Les colonnes sont représentées ici.
les jetons qui sont ici vont se mettre sur cette liste-là. Ça permettra de gagner plein de points de victoire à la fin de la partie. C'est surtout ça qui fait gagner beaucoup de points de victoire. Chaque joueur aussi reçoit au début de la partie 200 Cruzeros, puisque nous avons affaire à des Cruzeros. Et nous avons aussi une réserve de 5 bateaux chacun, sachant qu'au début de la partie, il y a 2 bateaux ici chacun. Des petites différences entre 3 joueurs et 4 et 5 joueurs. Nous avons à Macao et à Nagasaki des petits jetons ici qui sont indiqués 2 fois bateau. Alors pour l'instant vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire, mais à 2 ou 3 joueurs à 2 ou 3 joueurs on met les deux, à 4 ou 5 joueurs on ne met qu'à Nagasaki et celui-là disparaît. Voilà. Ensuite, alors voilà, et enfin la dernière carte c'est celle-là, c'est la carte Navigador que j'expliquerai quasiment à la fin de la règle. Donc voilà pour la présentation de tous les éléments qu'il y a dans ce jeu. Donc maintenant, je vais expliquer le principe du jeu, qu'est-ce qu'on fait à chaque tour, et après je vais expliquer vraiment comment ça fonctionne. Alors le principe du jeu, c'est que dès le premier tour, un joueur va se placer où il veut dans ses 8 tranches, 8 portions de la rose des vents. Donc il se met où il veut au début, donc il applique l'effet. Donc ça c'est le premier tour, il se met où il veut. Ensuite, à partir de là, chaque joueur à son tour de jeu peut avancer son jeton de 1, 2 ou 3 cases. 1, 2 ou 3, comme il veut. Donc il va là où il veut et il ne paye pas. Donc voilà, par exemple, il va sur Barcos, bateau. S'il a envie d'aller à plus de 3, 1, 2, 3, il peut aller plus de 3 et pour chaque marche supplémentaire, par exemple, si moi j'ai envie d'aller à Edificios, je dois payer en enlevant un de mes bateaux du plan de jeu. Autant dire que c'est très dur. Ça fait mal, c'est assez douloureux. Donc si j'ai envie d'en avoir 5, je dois payer 2 bateaux supplémentaires. Donc je dois enlever du plateau de jeu 2 bateaux, ce qui peut être utile en fin de partie, mais c'est assez douloureux. Voilà pour le principe comment on joue. Donc on joue comme ça, chacun joue son petit jeton autour de la rose des vents. La rose des vents a 2 marchés, d'accord, ces 2 marchés-là, qui sont les moments où on gagne de l'argent. Voilà, sinon les 6 autres sont tous différents et je vais plutôt me mettre dans une position de milieu de partie pour vous expliquer à quoi servent ces 7 tranches, parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces 7 tranches, et bien après c'est très facile de jouer puisque c'est ça le cœur du jeu. On est vraiment sur ce cœur de jeu là. Donc voilà, là pour l'instant, là c'était le début de la partie, comment on s'insérait, comment on jouait pour le début de la partie. Là maintenant, je vais couper. Ah, petite chose pour la fin le début de la partie, regardez les usines. Les usines, il y a des petits cubes qui se mettent sur la partie qui est un petit peu plus claire que les autres. Il y a une partie palote, c'est là où on commence au début. Bon voilà. Donc je vais vous montrer à quoi sert le jeu. Donc je coupe et je reprends. Donc on est en plein milieu de la partie, donc au début de la partie, on n'a pas encore dépassé la première ère. Là on est vraiment sur la première ère. Juste un petit détail, ici j'ai oublié de mettre tout à l'heure, au début du jeu, nous avons une petite tuile de chaque couleur qui est placée ici. Une seule en début de partie. Voilà. Sur la première ère et ça change après en deuxième et troisième ère. Donc nous sommes dans cette situation là, je joue les bleus. Mon jeton est placé ici, alors je vais le déplacer un peu n'importe comment hein, pendant l'explication, mais normalement je rappelle qu'on bouge que de 1, 2 ou 3. Moi là pour l'explication je vais rester comme ça. Nous avons ici découvert les 3 Bahia, Guinée et Rio de Janeiro. Nous n'avons toujours pas découvert Angola ni le Cap de Bonne-Espérance. Donc là c'est à moi de jouer, j'ai mes 2 bateaux qui sont ici, j'en ai un qui est ici. C'est parti. Alors, si je joue par exemple mon jeton, je peux aller par exemple sur naviguer. Naviguer, c'est-à-dire que je vais bouger mes bateaux. Alors, la partie naviguer les bateaux, ça veut dire que je peux bouger chacun de mes bateaux de une case. Pourquoi une case? Car je suis à l'ère numéro 1. À l'ère numéro 2, je pourrais me bouger de 2 cases. À l'ère numéro 3, je pourrais bouger de 3 cases. Donc c'est un petit changement qui fait avec les aires. C'est écrit ici. La deuxième ligne ici, c'est marqué deuxième ère, bateau, 2 cases.
Donc je peux bouger, là vu que je suis en première, je peux bouger mes bateaux que d'une case. Mais tous mes bateaux. C'est-à-dire que ceux-là vont bouger, ces deux-là vont bouger. Et je les bouge comme je veux. Je peux totalement revenir en arrière. Et surtout, je peux rentrer dans un nouvel espace qui n'a jamais été découvert. Si je vais dans un espace qui n'a jamais été découvert, ce qu'on fait assez souvent, si je vais dans un espace qui n'a jamais été découvert, je dois venir avec 2 bateaux. Je viens avec 2 bateaux. Je viens par exemple en Angola. Je prends le jeton qui correspond à l'exploration, je le mets avec ma réserve, et à chaque fois qu'on découvre une nouvelle région, on perd un bateau, parce que ce bateau-là est perdu dans les immensités de l'océan inconnu. Donc dès qu'on découvre une région, on perd un bateau. Bien sûr, mon autre bateau, si je veux, je peux le faire rejoindre ici, enfin le faire rejoindre les 2 bateaux. Donc je bouge mes 3 bateaux, j'en ai perdu un. Dès que j'arrive dans une zone qui du coup n'a pas été du tout découverte, je montre à tous les joueurs quels sont les 3 types de colonies qu'il y a dans cette région. Et puisque j'ai eu la chance de le découvrir, enfin j'ai eu le talent, parce que c'est pas vraiment une chance, de découvrir cette région, j'ai un petit cadeau. Le petit cadeau, c'est un gain en or qui correspond à la valeur la plus petite des 3 valeurs, ou des 4 valeurs, ou des 2 valeurs qui ont été montrées. Donc ici, par exemple, je gagne 50 cruzeros. Donc je prends dans la banque 50 cruzeros. Voilà, c'est ce que j'ai gagné grâce au fait d'avoir découvert ce terrain-là. Bien sûr, c'est très diversifié, c'est assez chaotique, assez hasardeux, puisque on ne les a pas retournés avant, donc on ne sait pas combien ça vaut. Donc par exemple, s'il y avait que des 100, 110 et 120, j'aurais gagné 100 au lieu de 50. Donc là, il y a une petite part de hasard qui est assez minime, et qui correspond plutôt bien à la situation de découvrir un nouveau pays. Donc voilà voilà, je n'ai pas le droit de les prendre, hein. Les colonies je les laisse où elles sont très bien ici, mais moi je gagne un petit gain de 50 cruzeros. Ce que je peux faire par exemple si je refais naviguer au prochain tour, alors pas au prochain tour mais peut-être un autre tour de Rosas, je peux rentrer dans le cap de Bonne-Espérance. Là vous voyez j'ai 2 bateaux donc je peux y aller. Vu que j'ai 2 bateaux, j'en perds un. Voilà, parce que je perds toujours un bateau. Je gagne ce petit jeton. Je montre les 2 qui sont ici, parce qu'ici il n'y en a que 2, et je gagne le minimum des 2. Donc là, je gagne 60 cruzeros. Et dans ces cas-là, puisque j'ai dépassé cette frontière rouge, nous passons tous en deuxième ère. Donc c'est à partir de maintenant, tout ce qui est en deuxième ère, il y a plein de changements qui font qu'on est en deuxième ère. Alors pour l'instant je vais pas le faire, puisque je vais le faire à la fin de toute l'explication pour réexpliquer tout ce qui va changer. Mais vu que ça concerne beaucoup d'endroits dans le jeu, eh bien je préfère ne pas le faire maintenant. Voilà. Alors, autre chose qui peut exister, donc au tour d'après, je vais aller voir les ouvriers, obreiros en portugais. Les ouvriers, ce sont ceux qui sont à Lisbonne. Alors nous, entre nous, on les a appelés les esclaves, puisqu'ils travaillent chèrement pour nous, et surtout parce qu'on les paye petitement ou grassement en fonction de ce qu'on a dans notre jeu, et parce que surtout on va aussi s'en débarrasser parfois assez sommairement. Donc les ouvriers, et là ils sont au début tous à 3, et du coup là puisque j'ai mis mon jeton sur ouvrier, je peux en acheter des nouveaux. Pour acheter des nouveaux ouvriers, ça coûte 50 cruzeros le premier ouvrier, à chaque fois. En fait, c'est 50 cruzeros par église qu'on a dans notre jeu. Donc là, par exemple, là j'ai une seule église. Donc pour l'instant, je peux acheter qu'un seul ouvrier avec 50 cruzeros. Si j'avais plusieurs églises, j'aurais pu payer plusieurs ouvriers avec 50 cruzeros. Si j'ai envie quand même d'acheter des ouvriers supplémentaires, si j'ai envie d'acheter 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, ouvriers supplémentaires, chaque ouvrier supplémentaire coûte 100 cruzeros à l'ère numéro 1. Donc là, par exemple, si je veux, vu que j'ai qu'une église, acheter 2 ouvriers, je paye 50 plus 100, 150 cruzeros. Si je paye 150 cruzeros, donc je paye à la banque et j'avance mon jeton de 2 cases. Voilà.
À la deuxième ère, chaque cruzeros supplémentaire, sans avoir les églises correspondantes, coûte 200 cruzeros. Et à la troisième ère, 300 cruzeros. Donc plus on va dans le jeu, et plus le coût supplémentaire pour un ouvrier est élevé, donc d'où l'importance des églises dans ce jeu. Mais il y a d'autres choses à faire, donc voilà. Voilà pour les ouvriers. Les ouvriers, on verra plus tard à quoi ça sert. On le verra au moment des privilèges et des constructions aussi. Alors, continuons maintenant. Donc là, c'était les ouvriers. Continuons avec les colonies. Les colonies, c'est tout ce qui a été découvert, pas ce qui n'a pas été découvert, puisque justement, ça n'a pas été découvert, donc on ne va pas coloniser quelque chose qui nous est inconnu. Il peut y avoir des colonies un peu partout, donc ici il y en a, ici il y en a, donc là le noir il peut prendre des colonies ici il n'y en a plus, elles ont été vidées, ici il n'y en a plus, elles ont été vidées. Pour avoir une colonie, c'est assez simple, il faut avoir un bateau, d'accord, et il faut avoir deux ouvriers à Lisbonne, 2 ouvriers par colonie qu'on va acheter. Donc un bateau, 2 ouvriers, c'est ce qui est marqué ici, 2 ouvriers et un bateau pour avoir une colonie. On paye la colonie que l'on veut. Alors quand on a le choix entre 3 colonies, on va chercher celle qui coûte la moins chère, parce que c'est un coût. Donc là, je vais payer 50 cruzeros pour gagner cette colonie-là. Donc si je la paye, 50 cruzeros, je la paye et je l'amène ici. Et je l'amène dans mon jeu. Bien sûr, ça ne coûte ni en bateau ni en ouvrier. Il participe au paiement, il faut avoir ces conditions-là pour obtenir une colonie, mais on ne le paye pas, hein, on ne les perd pas. Je peux acheter plusieurs colonies si je veux, du moment que j'ai les conditions pour les acheter. C'est-à-dire qu'ici, il faut que pour avoir une deuxième colonie, il faudrait que j'ai 2 bateaux et 4 ouvriers, ce qui est le cas ici. Donc si je veux, je peux aussi acheter cette deuxième colonie et je me la mets ici. Par contre, bien sûr, je la paye. Et c'est dans le même tour. Hein. Dans le même tour, je peux acheter autant de colonies que je veux. Voilà comment fonctionnent les colonies, et ça peut être autant de colonies dans toutes les régions du monde. Par exemple, si j'avais été ici, j'aurais pu acheter une colonie ici, une colonie ici, sans aucun problème. Par contre, il faut avoir, comme toujours, un bateau présent dans l'espace de la colonie, voilà, et assez d'ouvriers, donc 2 par colonie. Donc voilà, et ça permet de varier son jeu. Voilà pour les colonies. Donc on voit bien que les colonies d'épices vont venir qu'en fin de jeu, puisque il faut avoir les bateaux qui montent à partir de Zanzibar. Donc au début on a plutôt des colonies de sucre et d'or, et après arrive celle d'épices. Voilà pour les colonies. Alors ensuite, les bateaux. Oui, on va faire les bateaux tout de suite, même si les privilèges c'est assez facile. Hein. On va faire les bateaux, parce que comme ça c'est réglé, puisque les bateaux ça marche exactement pareil que les ouvriers. C'est-à-dire que les bateaux, en fait, on les paye. On paye les bateaux, la construction des bateaux, à 50 cruzeros la construction du bateau. Si on paye 50 cruzeros pour un bateau, on place un de ces bateaux à Lisbonne. Et bien pareil, je peux construire plusieurs bateaux. Il suffit d'avoir des... non, il suffit pas d'avoir, mais si j'ai des chantiers navals ou navaux, je ne sais toujours pas, naval j'imagine, si j'ai des chantiers navals, je vais payer 50 cruzeros pour avoir par bateau pour 3 bateaux. Par exemple, 3 bateaux avec mes 3 chantiers navals, je vais gagner 150 cruzeros. Donc je peux construire pour 150 cruzeros 3 bateaux. Si je n'ai pas mes chantiers navals, je vais payer 50 cruzeros le premier, et pour chaque bateau supplémentaire, je vais payer 100 cruzeros à la première ère, 200 cruzeros à la deuxième ère, 300 cruzeros à la troisième ère. Donc ici, effectivement, ça vaut le coup encore d'avoir des chantiers navals. Et à chaque fois on les pose au Portugal, hein. Les bateaux arrivent au Portugal et n'arrivent pas ailleurs. Il faut faire attention, c'est très long de venir jusque là. Alors maintenant qu'on a parlé de beaucoup de choses de la deuxième ère, je vais pas d'abord parler des privilèges. Les privilèges, hop. Alors, on n'a pas le droit de reculer, hein, normalement, on avance toujours, mais là, pour le bien de l'explication, je vais reculer. Pour avoir un privilège, il suffit d'aller chercher ici, c'est gratuit, c'est quasiment gratuit, quasiment, en tout cas, il ne faut pas payer. Je prends
un des 5 qui est disponible, ou plus, c'est en fonction du nombre de joueurs, ou plus qui sont disponibles. Donc par exemple là je vais prendre, si dans mon jeu ça me convient d'avoir ça ou ça, je vais prendre par exemple celui-là, donc Pedro Alvarez Cabral, je vais prendre le jeton et je vais le placer à l'endroit qui lui est dédié. J'ai le droit de le faire, mais je paye un ouvrier. Pour avoir un privilège, je dois payer un ouvrier. Donc là, je perds un ouvrier. Un ouvrier, il descend d'un cran. Voilà, c'est la seule condition pour avoir un privilège, c'est de payer par un ouvrier. Les cases ne se remplacent pas tout de suite. D'accord ? S'il n'y en a plus, il n'y en a plus pour les autres. Le temps de les remplacer. Mais c'est pas maintenant. De plus, quand je pose ce jeton-là sur mon jeu, je l'ai posé sur mon jeu, ici il y a une pièce de 30. Je vais gagner en nombre de cruzeros 30 fois le nombre de choses là, d'éléments que j'ai de ce type-là. Donc là, je vais gagner 30 cruzeros par usine. Ça, c'est une usine qui sont dans mon terrain. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 usines, donc, parce que la orange compte. Donc 5 fois 30, donc je gagne 150 cruzeros. Rien qu'à poser mon jeton ici, je gagne 150 cruzeros. Les prix sont dégressifs en fonction de l'avancée dans la partie. Donc autant le faire dès le début. Enfin, dès le début avec beaucoup d'usines. Les numéros qui sont dessus ne servent qu'à la fin de la partie. Voilà, pour compter le nombre de points. Donc ici, c'est le nombre de colonies. Donc là, par exemple, si je plaçais un privilège colonie chez moi, je gagnerais 30 fois 4, 120 cruzeros. Ici, c'est les jetons exploration qui sont dans notre jeu. Donc ici, j'en ai 2. Si je plaçais mon jeton ici, je gagnerais 40 fois 2 et ainsi de suite. Ça, c'est le chantier naval. Donc ça se voit à la couleur. Hein. Et ici, c'est les églises. Donc voilà, vous voyez bien les 5 thèmes. Nous avons donc les 5 couleurs. Hein, église, chantier, exploration, usine et ici c'est colonie. Ça se voit peut-être pas, mais en fait il y a le petit symbole maison qui se retrouve ici. Donc c'est vraiment assez bien fait pour bien maîtriser le jeu. C'est très ergonomique, ça se comprend très très vite. Après, c'est un jeu stratégique, donc il y a beaucoup de stratégies possibles, mais ça se comprend très vite. Voilà pour les privilèges. N'oubliez pas qu'il faut descendre un bonhomme. Nous allons faire la suite tant qu'à faire. On va faire les édifices et après on va faire tranquillement le marché avant de passer à l'ère suivante. Alors l'édifice, on va acheter des bâtiments. Les bâtiments sont placés dans un tel ordre. Alors chose que j'ai oublié de dire en début d'explication de règles. Quand on joue à 3, 4, 5 joueurs, en fait, on mange un peu les édifices les plus chers en église et chantier. Puisque dans ce jeu, en fait, chaque joueur commence avec un chantier naval et avec une église. Donc du coup, si on est 5 joueurs, il y en a 3 qui disparaissent. Il n'y en aura plus que 5 à vendre. Parce que les 3 derniers disparaissent. Voilà. Sinon, alors les bâtiments sont placés dans leur ligne, bien respectives, et ont au-dessus le prix qu'ils coûtent. Donc au début ça coûte pas cher, et plus ça va, plus ça coûte cher. Donc voilà. Et à son tour de jeu, on achète les bâtiments que l'on veut. Il suffit de mettre le prix et d'avoir un nombre d'ouvriers suffisant. C'est pour ça qu'il y a les bonhommes ici. Donc pour acheter une usine, il faut avoir 3 ouvriers à Lisbonne. Si on n'a pas 3 ouvriers, c'est mort, on ne peut rien construire. Pour avoir un chantier naval, il faut avoir 4 ouvriers. Pour avoir une église, il faut avoir 5 ouvriers. Donc voilà, c'est quand même une sacrée limitation. C'est vraiment une grosse limitation, ce qui peut empêcher de faire des choses. Je peux construire plusieurs bâtiments en un tour, c'est-à-dire plusieurs édifices là. Là, une fois que je suis là, je peux construire autant que je veux. Donc je peux construire par exemple une usine et une église. Mais il faut avoir le nombre, donc l'argent nécessaire, ça me paraît évident, mais aussi le nombre d'ouvriers nécessaires. Donc si je veux construire la petite usine de sucre et l'église qui va là, il me faut 8 ouvriers à Lisbonne. Voilà, donc par exemple on peut construire un chantier naval et une église ensemble, parce que si on a 9 ouvriers, ce qui est le max, on peut avoir, ou 3 usines si on a les possibilités. Si on attend un tour.
Donc voilà pour les bâtiments, c'est assez facile, hein. C'est facile, on les met directement sur notre terrain sans aucune condition. Une fois qu'on les achète, on les a. Voilà pour les bâtiments. Et bien on va passer au marché maintenant. Le marché. Alors le marché c'est peut-être la partie la plus compliquée à assimiler en fait pour les nouveaux joueurs. Donc c'est une partie, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, mais c'est... Ouais, il faut bien comprendre. Il y a un système en fait de cotes et de décotes en fonction de ce qu'on va faire. En fait, quand on est au marché, on peut soit produire grâce à nos usines ou vendre les denrées que nous apportent les colonies. Nous avons pour ça des cours de la bourse avec des numéros. Nous avons des numéros qui sont par ordre croissant du bas vers le haut. C'est les trois ventes de denrées. Et la production est plutôt décroissante ou croissante en partant du haut, mais décroissante en partant du bas, c'est-à-dire produire. Donc comment ça fonctionne? C'est plus on va vendre et plus la valeur va baisser. Alors comment je fais si moi je vais au marché? Si je vais au marché, je vais utiliser toutes mes productions qui sont ici, tous mes outils de production. Alors regardez mon jeu là, ce que j'ai. Voilà, on va comprendre comme ça. J'ai 4 ors à vendre. Ça, c'est tout ce que j'ai à vendre, j'ai ça. J'ai du sucre à produire, j'ai un or à produire et j'ai un épice à produire. Ça, j'utilise comme je veux. C'est un joker que je vais utiliser soit avec l'un, soit avec l'autre, soit avec le troisième. La règle primordiale, c'est que je ne peux pas vendre et produire la même ressource. C'est-à-dire que là, je ne vais pas pouvoir à la fois vendre de l'or et produire de l'or. Alors le choix est à la discrétion du joueur. C'est lui qui fait le choix entre produire et vendre. Généralement, il le fait en fonction du prix, du coût du marché. Alors, regardez. Ici, on va faire d'abord la vente. J'ai 4 ors. J'ai 4 ors, donc là, je vais pouvoir vendre de l'or. L'or est actuellement à 60 Cruzeros. Si je vends mes 4 ors, je vends 4 fois 60, donc je récupère 240 Cruzeros. Et je descends, puisque j'ai vendu 4 or, je descends le curseur de 4. Attention, c'est bien 4 fois 60, c'est pas 60 plus 50 plus 50. On part vraiment de la valeur initiale et je vends toutes mes denrées en même temps. Donc voilà, pour la vente, je recule ça. Donc le prochain qui devra vendre de l'or, il ne le vendra plus qu'à 40. Parce que j'ai déjà vendu, donc l'offre et la demande font que le taux baisse. Du coup, puisque j'ai vendu ça, je ne peux plus le produire. Donc celui-là ne me sert à rien. Je peux aussi produire de sucre. Pour produire de sucre, eh bien c'est simple. Je vais aller voir la case des productions, qui est celle-là. C'est celle qui permet de produire. Donc là, je produis 2 sucres qui ont une valeur de 40. Je vais donc gagner 2 fois 40, 80. Et du coup, le petit cube va monter vers le haut. Voilà. Vu que j'ai produit, en fait, il y aura plus de ventes derrière. Et pareil, je vais produire mon épice. Et vu qu'il est placé, j'aurais dû faire ça avec le sucre, mais c'est pas grave. Vu qu'il est placé là, je peux... Oui, ça va être bien pour les explications. Je peux utiliser mon joker avec ça. Alors c'est complètement débile, hein, j'aurais dû l'utiliser avec le sucre. Mais je peux utiliser mon joker avec les épices pour gagner 2. Donc 2 de production. Ils sont à 20. 20 fois 2, 40. Donc je monte. Et là, je peux pas monter au-dessus. Hein, on est limité. Même si je gagne les 2 fois 20, je peux pas monter au-dessus avec mon curseur. Même en bas. Hein, on peut pas descendre plus bas. On peut toujours les vendre, mais le prix en fait ne varie plus. Donc voilà comment ça marche le marché. Généralement, on utilise les 3. Hein. On a globalement les 3 possibilités. Et il va falloir comprendre comment fonctionne cette possibilité de vendre et de produire. Il y a vraiment les deux côtés qui sont importants, avec la règle qui est primordiale, je la répète, parce qu'elle est tellement primordiale qu'il faut la répéter, c'est qu'on ne peut pas produire et vendre la même ressource. Donc parfois, ça vaut pas le coup d'être à fond sur les colonies or et à fond sur les usines d'or. Là, c'est pas d'avoir le monopole sur l'or n'est pas forcément judicieux, quoique j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des stratégies comme ça et qui fonctionnent très bien. On n'a pas assez joué pour ça. Voilà pour le marché. Donc maintenant, on a fait toutes les cases de cette roue. Donc tout est expliqué en fait. Donc à partir de là, on peut jouer, on peut avancer dans le jeu.
Donc il me semble tout avoir dit, à part le passage de l'air. Donc imaginons, je fais un naviguer et je passe la deuxième ère. La deuxième ère, ce qui se passe, c'est que je prends ce jeton. Voilà. À partir de maintenant, tous les ouvriers coûtent 200 cruzeros et tous les navires coûtent 200 cruzeros aussi. À partir de là aussi, on va remettre des jetons de ce type-là. Alors on va faire comme si cela avait été pris. Voilà, en fonction du nombre de joueurs, les jetons diffèrent en fait. Regardez bien, alors une fois que le focus sera fait, voilà. Nous avons donc à la deuxième ère, vous voyez le grand 2, à la deuxième ère en fait le nombre de jetons qu'on rajoute par rapport au nombre de joueurs. Donc par exemple à 4 joueurs, la troisième ligne, 4 joueurs, on rajoute à la deuxième ère 2 jetons et à la troisième ère on rajoute 2 jetons. Alors si les jetons n'ont pas été pris ici comme le bleu, eh bien on rajoute juste, on complète à 2 en fait. Donc là il y a 2 1 qui vont apparaître. Là c'est une configuration à 4 joueurs. Hein. Il y a 2 1 qui vont apparaître ici. Ici il n'y a qu'un 1 qui va apparaître du coup parce que l'autre il est déjà là. Là c'est des 2. Et là c'est des 2. Voilà. Voilà, et du coup, après on enchaîne, et c'est pareil, quand arrive le troisième tour, c'est exactement pareil. Autre chose qui va changer en fait au deuxième tour par rapport à la deuxième ère par rapport à la première ère, c'est que les bateaux, à partir de la deuxième ère, peuvent se déplacer de 2 cases. Voilà, tout simplement, ils peuvent se déplacer de 2 cases, alors ils peuvent pas faire 2 découvertes en même temps. Enfin, sauf s'il y a 3 bateaux, mais sinon non. D'accord ? Ils avancent de 2 cases, mais ils sont quand même limités. Dès qu'ils vont découvrir une région, ils sont limités ici. Donc voilà, ils ont le droit d'avancer de 2 cases, et à la troisième heure de 3 cases, qui va changer beaucoup de choses. Hein. On va aller beaucoup plus vite en fonction de quand on va avancer dans le temps. Autre petite particularité de la troisième ère, c'est les derniers lieux. Par exemple, alors là c'était à 2 et 3 joueurs, donc là je suis en configuration 4 joueurs, donc voilà. Imaginons je suis là, donc ça a été découvert et tout ça. Si je vais à Nagasaki, si je monte à Nagasaki, je perds 2 de mes bateaux. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'il y a le bonus x2. Enfin le malus en fait, un malus x2. En fait le nombre de bateaux perdus est de 2. Donc il faut absolument rentrer avec 3 bateaux. Voilà, tout simplement. Voilà pour la troisième ère. Donc sinon ça se termine comme ça. Hein. Le jeu se termine. Enfin, vous savez jouer à tout. Le jeu se termine quand soit il y a 2 conditions. Soit on a découvert Nagasaki. Voilà, tout simplement. Ou il n'y a plus aucun bâtiment à construire. Le jeu se termine et à partir de là, tout le monde rejoue. Tout le monde rejoue et c'est celui qui termine le jeu. Voilà. Ah, j'ai encore 2 choses à vous expliquer. Donc les conditions de victoire de la fin et la carte Zanzibar, la carte Navigador plutôt. Alors, les conditions de victoire de la fin. Je vais installer le jeu. Je vais installer le jeu pour voir une condition de victoire. Voilà. Donc comme ça, je pourrais tout faire. Alors, on va déclencher la fin du jeu en prenant du coup avec ce jeton la carte naviguer qui va nous permettre d'entrer dans Nagasaki. Voilà, je viens de Nagasaki, je perds mes 2 jetons, je récupère la petite pastille bleue pour l'explorateur. Voilà. Et le jeu se termine, donc on montre la colonie, je gagne l'argent qui est écrit dans la colonie, enfin qui est marqué dessus. Et on procède donc tous à un dernier tour de jeu où les autres peuvent terminer de construire, enfin peuvent terminer la partie. Donc voilà. Et on rejoue tous. Moi-même qui ai terminé la partie, je peux faire une dernière action et gagner des choses en plus. Et après, on compte le nombre de points que l'on a. Pour compter les points que l'on a, on va prendre les jetons. Pas les 3, il y en a 5 là. Les jetons qui sont présents sur la rose des vents à la fin du jeu. Hein, et on va pouvoir compter le nombre de points qu'on a autour du jeu. Alors, on va gagner des points pour plusieurs objets. Les objets les plus simples à compter, c'est le nombre de bateaux qui nous restent sur le terrain. Donc là, par exemple, il me reste 3 bateaux, donc je gagne 3 points. Ensuite, le nombre d'ouvriers qui me restent à Lisbonne. Là, il me reste 4 ouvriers, je gagne 4 points.
Donc voilà pour les choses assez simples, hein. Donc ouvrier et bateau. Ensuite, je gagne 1 point par 200 cruzeros qui me reste sur mon terrain. Donc à la fin de la partie, on peut avoir énormément d'argent, hein. La dernière partie qu'on a fait, il y avait quelqu'un qui avait plus de 3000 cruzeros, donc il a gagné 18 points avec l'argent. Et il a gagné la partie en passant. Ensuite, on va jouer avec son terrain à soi. Donc là, on a déjà vu 3 manières de gagner des points. C'est les manières qui font gagner des points les moins performantes. Maintenant, on va voir les manières les plus performantes pour gagner des points. Avant de comptabiliser les points, nous allons devoir placer le jeton du roi dans un des endroits en fait libres du terrain. Alors, la faveur du roi vaut 2 points si c'est un chantier naval ou une église, 1 point si c'est un des 3 premiers. Là par exemple, en fonction du jeu qu'on a, je le place ici ou ici. Alors ici, en fonction du jeu que j'ai, ici c'est là où il me rapporte le plus de points. Maintenant on va compter les points. Donc moi je vais gagner 1. Ah bah non, en fonction de là où je suis, c'est ici que je vais gagner plus de points. Bref. Ici, je vais gagner 1, 2, 3 points. Du coup, c'est un 3. C'est un 1, c'est pas un 2, c'est un 1. 1, 2, 3 points fois le nombre de colonies que j'ai, donc 3 fois 7, 21. Ici, je vais faire 1, 2 plus 1, donc 3 fois le nombre d'usines que j'ai sur mon jeu. Ici, je vais faire 4 plus 1 plus 1, donc 6 fois le nombre d'explorateurs que j'ai, donc 6 fois 4, 24. Ici, je vais marquer 9 points fois le nombre de chantiers navals que j'ai, et ici 3 points, donc j'ai un petit 3 fois le nombre d'églises que j'ai. Donc là, je gagne 3 points. Voilà, on ajoute tout, et on a un score final, et celui qui gagne la partie, c'est celui qui a le plus grand score. Voilà, c'est comme ça que ça marche à la fin, donc c'est assez rapide, hein. C'est la fin, c'est juste un comptage de points qui précise un peu qui gagne par rapport aux autres. Voilà pour le jeu. J'ai encore une chose à expliquer, hein. Donc voilà. Et en cas d'égalité, c'est celui qui aurait eu la carte Navigador en premier ou qui l'a, et puis qui est le prochain à l'avoir, qui remporte la partie. Voilà, j'étais en train de lire la règle pour cette petite indice. Alors la carte Navigador, c'est juste ça qui me reste à expliquer, puisque dans ce jeu, il y a cette carte qui va passer de joueur en joueur. Alors, parce qu'il y a des choses dans le jeu que vous n'avez pas encore vu utiliser. Alors, imaginons on joue comme ça, voilà, tout le monde est placé, donc on a le droit d'être deux au même endroit. Celui qui, au début de la partie, celui qui est premier joueur, il va donner à son voisin de droite, donc le dernier joueur du coup. Si moi je suis premier joueur, c'est celui qui est placé du coup à ma droite, c'est celui qui va jouer en dernier. Il va lui passer la carte Navigador. Il lui passe la carte Navigador, et donc ce joueur-là va placer, une fois qu'il reçoit la carte, il va placer le bateau jaune à l'endroit où il se trouve. Donc par exemple, imaginons c'était le rouge, le rouge place le bateau orange au niveau du jeton rouge. Ça, c'est juste un indice, une marque. Le joueur qui a la carte Navigador, en fait, à son tour de jeu, il a le droit de jouer 2 fois. Il a le droit de jouer 2 fois de suite. Donc en fait, la carte Navigador se joue avant, a priori, le tour officiel. Mais bon, peu importe, hein, c'est 2 tours de suite. Et il fait ce qu'il veut, hein. Il fait deux tours, mais classiques. Mais il joue 2 fois de suite. Donc il n'est pas obligé de l'utiliser dès qu'il l'a. Par contre, il est obligé de l'utiliser avant d'avoir fini le tour. Donc par exemple, si le joueur rouge a envie d'utiliser la carte Navigador, n'a toujours pas utilisé la carte Navigador et veut l'utiliser maintenant, il peut dire j'utilise la carte Navigador, ok, très bien, et après il peut avancer de 3 s'il a envie. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il dise qu'il l'utilise avant d'avoir passé le bateau orange. Une fois qu'il a passé le bateau orange, une fois qu'il a joué sa carte Navigador, qu'il a joué 2 fois, il passe la carte Navigador au joueur qui est juste avant à sa droite, qui lui met à son tour, imaginons c'est le gris, le noir, il le met ici, et lui aussi il a encore un tour complet pour le jouer, et ainsi de suite, et la carte passe de joueur en joueur. Donc en fait, du coup, il y a
ça favorise un peu les derniers joueurs, donc ça coupe un peu l'idée que le premier joueur est le plus avantagé. Du coup là, ça permet de rendre un avantage aussi aux autres joueurs. C'est une carte assez importante, hein. Ça permet de jouer 2 fois, ça permet de faire des combos assez sympas. C'est pas mal, le Navigator. Voilà pour la carte Navigator, donc ne pas l'oublier parce que ça permet de jouer 2 fois. C'est un jeu où chaque action peut être bien comptée. Voilà pour Navigator. Très bon jeu.